Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 344 de Change ma vie, syndrome de l'imposteur, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je vais avoir le plaisir de répondre à 3 questions d'auditrices de Change ma vie qui nous ont été posées sur le sujet du syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur qui concerne tellement d'entre vous, j'y ai consacré l'épisode 104 de Change ma vie que je me propose donc de vous conseiller d'écouter, l'épisode 104, si vous ne l'avez pas encore écouté ou si ça fait un petit moment. Et c'est vraiment un sujet qui est très important sur lequel on a voulu revenir cette semaine sous un format de questions-réponses. La raison pour laquelle je trouve ça vraiment important de revenir sur ce sujet, c'est que je trouve que cette idée du syndrome de l'imposteur est parfois utilisée d'une façon un petit peu rigolote. On peut en plaisanter, avoir l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu bénin ou attachant ou quelque chose de pas très grave. Et en fait, ce que je veux vraiment mettre au centre de la conversation, c'est le coût énorme du syndrome de l'imposteur dans la vie des personnes qui en souffrent. Parce que ce syndrome de l'imposteur, ça crée déjà énormément d'anxiété pour les personnes qui en souffrent. Ça impacte très directement la trajectoire de leur vie parce que ça impacte ce à quoi ces personnes s'autorisent en termes dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, les projets qu'elles s'autorisent à mener à bien, les opportunités qu'elles s'autorisent ou non à saisir. Donc on va y revenir aussi à travers les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Mais à mon sens, il y a un lien très clair entre le syndrome de l'imposteur et l'épuisement professionnel, voire le burn-out. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'impression qu'on n'est pas à la hauteur du regard que les autres portent sur nous et qu'on est dans une position qu'on occupe comme si c'était un peu par erreur ou par chance, mais que en réalité les gens vont s'apercevoir d'un instant à l'autre qu'on est un imposteur ou qu'on est une impostrice, si on peut le mettre au féminin. Eh bien, en réalité, ce que ça fait, c'est que ça nous conduit à en faire toujours plus pour se protéger de la possibilité d'être pris en défaut et pour prouver continuellement que si on est à la hauteur, que non, on n'est pas un imposteur et que oui, ce poste, on le mérite, que oui, ces opportunités-là, on les a méritées. Et en fait, c'est typiquement cette spirale-là qui conduit à en faire toujours plus, toujours trop. Et en fait, ce qui est fascinant mais tragique en même temps pour les personnes qui sont concernées par ce syndrome de l'imposteur, c'est que malgré tous les éléments de réassurance de l'entourage, y compris l'entourage professionnel qui leur dit « mais c'est bien », des personnes qui ont des bonnes évaluations professionnelles, etc., ce syndrome de l'imposteur intérieur, en fait, leur fait penser que on leur dit ça, mais que c'est pour leur faire plaisir, qu'on leur dit ça, mais c'est parce que la personne a oublié telle et telle erreur ou tel et tel problème qu'il y a eu, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment cette espèce de course intérieure à essayer de prouver sa valeur perpétuellement. Et que ça, c'est un facteur de risque énorme pour l'épuisement et le burn-out. Donc, si vous vous sentez concerné vraiment par ce syndrome de l'imposteur, je vous enjoins de le prendre au sérieux parce que vraiment, ça peut vous conduire à en faire beaucoup plus que ce que vous êtes en mesure de faire. Et on le sait, à cette période de l'année en particulier, qui est assez chargée pour beaucoup d'entre nous, professionnellement parlant, ce sujet-là, il est vraiment très important. Ce préambule étant posé, je vous propose qu'on écoute la première de nos questions d'auditrices, qui est celle d'Amanda. Bonjour Clotilde, bonjour à toute l'équipe de Change ma vie. Je m'appelle Amanda et le sujet du jour tombe à pic. Je suis en phase de reconversion professionnelle et depuis 10 mois, je suis une formation pour apprendre mon nouveau métier. Et si au début, j'étais portée par l'élan de la nouveauté et par l'enthousiasme d'avoir trouvé le métier de mes rêves, aujourd'hui, je fais face à beaucoup de peurs, et notamment la peur du regard de mes clients, de leur hypothétique jugement, et notamment sur le fait que je sois incompétente dans mon domaine. Et au bout du bout, j'ai peur que toutes ces peurs entravent en fait le succès du lancement de mon activité. J'aurais donc aimé savoir si tu avais des conseils à m'apporter
Je te remercie par avance et bonne journée à tous. Merci beaucoup Amanda pour cette question qui, je le sais, fera écho dans l'esprit d'une grande majorité des personnes en reconversion professionnelle qui peuvent nous écouter. Et ça m'amène à mon premier point, Amanda, qui est que je voudrais normaliser pour toi ce ressenti émotionnel que tu as dans cette phase de reconversion professionnelle. Toutes les personnes qui se reconvertissent, toutes les personnes qui se réinventent professionnellement ou qui démarrent un nouveau chapitre professionnel rencontrent cette phase de déstabilisation qui se manifeste sous la forme de ces doutes au sujet de notre légitimité et de nos compétences. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas confondre le fait que des doutes surviennent avec une évaluation objective de tes compétences. Ce sont vraiment deux sujets qu'il faut évaluer séparément. Le deuxième élément que je veux t'apporter, c'est que je trouve que tu fais bien de t'y intéresser. En fait, tu dis dans ta question, j'ai peur que ces peurs entravent le lancement de mon activité. Et en fait, oui, j'ai envie de confirmer que oui, ces peurs vont à coup sûr entraver le lancement de ton activité si tu les fuis, que tu les ignores ou que tu essayes de les mettre sous le tapis en essayant de passer en force. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui se passe souvent avec le syndrome de l'imposteur, c'est que, en fait, ce sont des pensées et des émotions qui sont tellement inconfortables que on a en fait une partie de nous qui essaye de se blinder ou de les mettre de côté et d'essayer d'avancer avec. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme si on essayait d'avancer avec un boulet à chaque pied. Et donc, c'est épuisant. Et donc, bien sûr, ça entrave le déroulement des projets qu'on veut lancer, y compris, dans ton cas, ton activité professionnelle. Donc en fait, l'enjeu, c'est que ces peurs et ces doutes, l'enjeu, c'est de les écouter et de les traverser. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est de prendre du temps dans tes journées pour identifier quels sont ces doutes que tu as, quels sont ces doutes et ces peurs que tu as, notamment concernant la peur du regard de tes clients et de tes clientes, et de pouvoir en fait objectiver ça en te disant de quoi est-ce que j'ai peur exactement ? C'est-à-dire quand je vais lancer mon activité, si mes clients me jugeaient négativement ou étaient déçus de ma prestation ou avaient un jugement négatif ou défavorable de moi ou de ce que je fais ou de comment je le fais, qu'est-ce que tes clients pourraient te reprocher exactement ? C'est-à-dire, en fait, l'enjeu, c'est de tirer une chaise pour tes peurs, de les asseoir là et de leur demander de te dire exactement de quoi est-ce qu'elles sont faites. Parce que une fois qu'elles te disent exactement de quoi est-ce qu'elles ont fait, eh bien, tu as la possibilité de faire le tri entre des choses qui sont juste fantasques, c'est-à-dire des trucs que jamais personne ne penserait de toi, compte tenu de ton sérieux, de ton professionnalisme, du niveau de compétences que tu as acquis avec ta formation, etc. Et donc ça, ce sont des peurs où tu peux dire, bon, ok, ça c'est mon cerveau qui est en hyper-vigilance, mais en réalité, ça c'est un risque qui est très faible. Et puis, il y a peut-être des choses où tu te dis, effectivement, comme je démarre, il est possible que sur certains sujets, je n'ai pas la réponse immédiate et que mes clients puissent se dire, comment ça se fait qu'elle n'est pas déjà une experte avec 30 ans d'expérience alors qu'elle vient de démarrer son activité. Et en fait, l'idée, c'est de te dire de quelle façon est-ce que je peux me prémunir de ce jugement. Si un client ou une cliente était mécontent sur tel ou tel sujet, eh bien, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je pourrais proposer, etc. Et quand on débute, quand on se reconvertit ou quand on débute une activité, le plus fort qu'on puisse faire, c'est de ne pas chercher à cacher là où on en est, parce que ça, finalement, ce serait ça, d'être un imposteur ou une impostrice, ce serait de dire je suis en reconversion professionnelle, c'est ma première année d'activité, et de faire semblant d'être quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Et en réalité, ça non, forcément, tu en es là où tu en es. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas de le cacher, mais de faire une force de ton parcours à toi, puisque c'est une reconversion professionnelle. Tu as sans doute des compétences, des forces et des talents qui te viennent du ou des chapitres précédents. Et donc, de te dire, qu'est-ce que moi, je peux apporter par mon parcours, ma fraîcheur, ma disponibilité, ma flexibilité aussi, si je n'ai pas un très grand nombre de clients, que des personnes plus installées, avec peut-être moins de fraîcheur, un regard peut-être moins jeune sur les problématiques que ces personnes-là apportent, et peut-être une moins grande disponibilité, une moins grande flexibilité. Qu'est-ce que moi je peux apporter que d'autres ne peuvent pas apporter ?
Et lorsque tu te sens prise par ces peurs, cette crainte du jugement et de ne pas être à la hauteur des attentes de cette foule de clients potentiels que ton cerveau imagine, ce qui permet de sortir de ça, c'est de te concentrer sur un ou une cliente. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer cette foule de personnes qui pourraient te juger, c'est d'imaginer, alors si tu as déjà un ou une cliente avec qui tu es en discussion ou même en contractualisation, tu peux penser à cette personne-là précisément, ou alors à ton client idéal ou ta cliente idéale. Et en fait, l'enjeu, c'est de te connecter à ce que cette personne-là recherche. De quoi est-ce que cette personne-là a besoin et qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter avec ton niveau d'expérience actuel, ton expertise actuelle qui va répondre à son besoin. Donc c'est vraiment cette capacité à cloisonner ta réflexion au lieu d'imaginer tous tes concurrents ou tes concurrentes et tous tes clients potentiels qui pourraient te regarder en croisant les bras avec un œil soupçonneux et te faire des reproches. C'est vraiment t'imaginer dans une pièce confortable et chouette avec ce client ou cette cliente potentielle, avec son besoin, avec sa demande, avec un problème à résoudre et te dire, eh bien, oui, moi, avec ce que je sais faire, avec mon énergie, avec ma qualité d'écoute, avec mon expertise, je suis en mesure d'aider cette personne. Et à partir du moment où tu te concentres là-dessus et où tu es effectivement en mesure de résoudre un problème pour quelqu'un, il n'y a plus de sujet d'imposteur ou d'impostrice puisque tu n'es pas un imposteur ou une impostrice puisque tu résous le problème que cette personne a besoin de résoudre. Je vous propose qu'on écoute maintenant la question d'Agnès. Bonjour à toute l'équipe Change ma vie. Voici ma question. Autour de moi, il y a un cercle de gens que j'admire et que je crois être plus intelligents que moi. Ils savent plus, raisonnent mieux. Avec des années d'expérience à déchiffrer leur code et leur manière de faire, je suis devenue une excellente actrice et je fais maintenant partie de leur cercle. Mais tout au fond de moi, je sais bien que je ne sais pas comme eux. Et que chez moi, c'est juste du maquillage et je fais semblant. J'ai très peur d'être exclue du groupe s'ils s'en rendent compte. Comment faire pour changer cette conviction que j'ai, que je suis moins bien qu'eux? Merci. Merci beaucoup Agnès pour ta question. Je voudrais là aussi normaliser cette expérience émotionnelle que tu as dans ce groupe de personnes parce que c'est quelque chose qui est très fréquent quand on change d'environnement. Donc ça peut être si on fait des études dans une ville qui n'est pas notre ville natale ou notre contexte natal, ou si on change d'environnement professionnel ou si on change d'environnement social. Il peut y avoir ce sentiment de jouer un rôle parce que, effectivement, les codes et les valeurs de ce nouveau groupe dans lequel on évolue ne sont pas les codes et les valeurs et les usages avec lesquels on a peut-être grandi ou évolué jusque-là. C'est particulièrement accentué quand on a cette hiérarchisation entre l'environnement dont on vient et le nouvel environnement auquel on accède. Si en fait on a l'impression que ce nouvel environnement auquel on accède est mieux d'une certaine façon que celui dont on vient, donc ça peut être mieux socialement, ça peut être mieux intellectuellement, comme dans le cas que tu évoques Agnès, ça peut être mieux en termes de réseau, de prestige, de niveau social, etc. Eh bien à ce moment-là, on a cette espèce d'impression d'être le vilain petit canard déguisé, qui s'est faufilé au milieu des signes. Donc, première étape, normaliser ce ressenti qui est complètement normal. C'est ça que fait un cerveau humain quand il se trouve plongé au milieu d'autres cerveaux humains dans un environnement qui lui paraît nouveau et plus élevé que celui auquel on se sent appartenir de façon plus intrinsèque. Ce que je voudrais t'apporter ensuite, Agnès, je voudrais te proposer de remettre en question cette dissociation que tu fais entre ce que tu sais et comment tu raisonnes et qui tu es vraiment. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que tu évolues au milieu de ces personnes et que tu as appris, avec ces années d'expérience, à déchiffrer leur code et leur manière de faire et à finalement échanger avec eux sur un pied d'égalité.
Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce sont des années d'expérience que tu as mises à profit, ce sont des apprentissages que tu as faits et qui font maintenant intégralement partie de toi. Ce n'est pas parce que peut-être ce sont des choses que tu as développées plus récemment et que peut-être que eux, ce sont des personnes qui peut-être ont grandi dans des familles dans lesquelles c'était ça c'était ça le niveau de savoir et c'était ça le mode de réflexion. Ce n'est pas pour ça que c'est moins à toi et que c'est moins toi que eux. En fait, c'est une grande force de maîtriser les codes de différents milieux, de différents environnements, de différents groupes professionnels. Et ce à quoi je te propose de réfléchir, c'est imaginons qu'on ne parle pas d'un groupe de personnes avec ce niveau de raisonnement ou de discussion intellectuelle, mais imaginons qu'on parle d'aller vivre à l'étranger. Imaginons qu'on parle, par exemple, d'aller vivre en Allemagne et que tu aies passé pas mal d'années en Allemagne, apprendre la langue allemande, à te familiariser avec les codes culturels des Allemands, leurs codes sociaux, leur façon d'échanger, etc. Et que, au bout d'un moment, avec des années d'expérience, que tu fasses complètement partie de ton groupe en Allemagne et que les Allemands, en fait, t'as un tellement bon accent et tu te comportes tellement comme une Allemande qu'en fait, ils pensent plus au fait que tu n'es pas allemande. Est-ce que tu penses que tu aurais cette impression que c'est juste du maquillage et que tu fais semblant, ou est-ce que tu le verrais d'une autre façon? Et surtout, est-ce que tu aurais cette impression que tu es moins bien qu'eux parce que toi, tu n'es pas allemande alors que eux sont allemands? Donc en fait, l'idée, c'est de remarquer que tu ne te donnes pas le crédit de ces années d'apprentissage et de maîtrise de code et sans doute d'acquisition de mode de pensée et d'un niveau de savoir, mais à partir du moment où ils sont en toi, en fait, c'est une valeur, c'est une force, c'est une richesse, et ça n'a pas, ça ne doit pas te faire renier le reste de ce que tu es et de ce que tu fais et de ce que tu sais. Et pour ouvrir, je te propose de te poser la question aussi, et ce serait une dimension que j'aurais envie d'explorer avec toi si on se parlait en coaching, c'est finalement la valeur que tu retires de ces relations. Parce qu'en fait, il y a cette idée que tu évolues dans cet environnement dans lequel il y a une partie de toi qui n'est pas à l'aise, une partie de toi qui a peur d'être découverte comme ne faisant pas réellement partie du groupe, d'en être exclue. Et je me pose la question de qu'est-ce que tu recherches en fait à évoluer dans ce groupe? Est-ce que tu as plaisir à prendre part à ces conversations et à connaître ces personnes? Parce que il me semble que si tu évolues dans ce groupe en coupant une partie de toi, en cachant une partie de toi, c'est un appauvrissement de ton expérience au sein de ce groupe, ça c'est sûr, parce que en fait, si on se coupe d'une partie de soi, en fait, on se sent toujours freiné dans son authenticité, et donc on ne prend pas tout le plaisir qu'on pourrait avoir dans la connexion. Mais il me semble que c'est un appauvrissement aussi de l'expérience des personnes avec qui tu te connectes dans ce groupe. Et donc, je me demande de quelle façon est-ce que tu peux, entre toi et toi d'abord, redonner de la valeur à tout ce que tu es d'autre, à tout ce que tu sais d'autre et à tout ce que tu es et que tu sais et que tu fais de différents peut-être des codes de ce groupe et à le valoriser pour toi d'abord et ensuite te demander qu'est-ce que tu pourrais montrer de ça qui, petit à petit, pour t'acclimater en fait, pour essayer petit à petit d'apporter à ce groupe la totalité de toi, parce que je suis sûre que tu es quelqu'un de formidable par 1000 aspects différents et pas uniquement une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de savoir et de raisonnement que tu admires chez eux, mais je suis sûre que tu as de multiples qualités et de multiples forces qui gagneraient à être mises en lumière dans ce contexte. Nous allons maintenant écouter la question de Nano. Bonjour, je m'appelle Nano, je suis sophrologue. Le sujet que vous allez aborder sur le syndrome d'imposteur est un sujet qui me parle particulièrement car j'ai vraiment l'impression de souffrir de ce syndrome depuis très longtemps. Et du coup, une question me taraude. Comment je peux faire la différence entre je souffre du syndrome d'imposteur et je suis clairvoyante sur mes compétences. Voilà, comment savoir si ce n'est pas un syndrome d'imposteur, mais vraiment une réelle clairvoyance sur ma capacité à bien pratiquer mon métier et avoir les compétences pour le pratiquer.
Voilà, je vous remercie pour la réponse que vous allez apporter à ma question. Je vous remercie également pour tous vos podcasts d'une qualité rare et qui m'inspire depuis maintenant très longtemps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Nano, pour ta question. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que ça met en lumière, finalement, le serpent qui se mord la queue du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, en fait, quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on a des pensées qui nous font croire qu'on n'est pas à la hauteur de la situation dans laquelle on est. Et on nous dit c'est le syndrome de l'imposteur, mais en même temps, on se dit, oui, mais je vois bien que dans le monde, parmi les gens qui m'entourent, je vois bien qu'il y a des gens incompétents. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont dans une certaine situation professionnelle et qui ne sont pas à la hauteur des attentes qu'on pourrait avoir pour cette profession ou pour ce poste ou pour ce rôle. Et donc, dans quelle mesure est-ce que mes pensées à mon sujet sont vraies ou pas? Et donc, on a tendance à ce moment-là à se dire, en fait, je me sens pas à la hauteur, je sais qu'il existe des gens pas à la hauteur, et donc si moi je me pense pas à la hauteur, ça veut dire que sans doute je ne suis pas à la hauteur. Donc c'est parfaitement logique, sauf que, en fait, ce qu'il va falloir faire pour résoudre cette question-là, c'est d'amener la question sur le terrain le plus objectif possible. En fait, quand notre cerveau nous propose cette interrogation de est-ce que je pratique bien mon métier, est-ce que j'ai les compétences pour le pratiquer, en fait, on se pose la question en termes très vagues. Et quand on se pose des questions en termes très vagues, on ne peut y répondre qu'en termes très vagues. Et donc, en fait, on n'avance pas, on pédale dans la semoule. Donc, ce qui permet de résoudre ces questions-là, c'est de tirer une chaise pour asseoir sur cette chaise la partie de notre cerveau qui doute de nos compétences, qui doute de notre capacité à bien pratiquer notre métier, et de se dire, OK, sur la base de quels critères est-ce que je peux évaluer que quelqu'un qui exerce mon métier le pratique bien? Donc ça, on peut lister les critères et parfois on s'aperçoit qu'on n'en a absolument aucune idée. Et donc, s'il n'y a pas de critères, il n'y a aucune chance qu'on remplisse nos critères. Et donc là, déjà, on commence à s'apercevoir comment ça se fait qu'on doute de soi tout le temps, puisqu'il n'y a pas de critères. Donc, s'il n'y a pas de critères, je ne peux pas m'attribuer une évaluation. Donc l'idée, si on n'a pas une bonne idée des critères, c'est on peut se renseigner, on peut échanger avec d'autres personnes qui pratiquent ce métier, on peut interroger nos clients ou nos patients sur leurs attentes, etc. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir des critères et de se dire, par exemple, pour toi, Nano, c'est le métier de sophrologue. Qu'est-ce qui permet d'évaluer qu'un sophrologue ou qu'une sophrologue pratique bien son métier ? Qu'est-ce que ce seraient les critères ? Alors, il doit y avoir beaucoup de critères qualitatifs. Il y a peut-être aussi des critères quantitatifs. Il y a une question de résultat, il y a une question de ressenti, il y a une question de qualité d'écoute, il y a une question d'organisation, de professionnalisme, etc. Donc, lister les critères et lister également les compétences. Parce que tu as évoqué la capacité à bien pratiquer ton métier et à avoir les compétences pour le pratiquer. Et bien là aussi, des compétences, ça s'objectivise. C'est-à-dire se dire, OK, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour bien pratiquer mon métier et à quoi est-ce que j'évalue de la même façon ma maîtrise de mes compétences. Et donc, quand on est dans un domaine professionnel, généralement, il y a de la documentation qui permet d'évaluer un certain niveau de compétences, etc. Mais quand on a plutôt le syndrome de l'imposteur sur des sujets personnels, on peut aussi se définir des critères qui permettent d'évaluer qu'on est un bon parent, qu'on est une bonne fille ou un bon fils, qu'on est une bonne amie ou un bon ami, une bonne compagne ou un bon compagnon. On se donne des critères et on se pose la question de à quoi est-ce que je vais évaluer que je pratique bien mon métier ou que je remplis bien ce rôle. Parce que ensuite, ça permet de s'évaluer soi-même sur la base de critères beaucoup plus objectifs. Et donc de sortir de cette zone de flou dans laquelle le biais de négativité de notre cerveau s'engouffrera toujours pour nous dire on n'est pas à la hauteur. Donc la question qu'on peut se poser aussi pour faire émerger ça, c'est en fait, quelle est la différence entre quelqu'un qui pratique bien ce métier et quelqu'un qui ne le pratique pas bien? Donc à l'inverse, tu peux te demander, Nano, si toi-même tu consultais un sophrologue ou une sophrologue, qu'est-ce qui, pour toi, serait des signaux que cette personne ne pratique pas bien son métier et qu'elle n'a pas les compétences pour le pratiquer? Donc ça, c'est vraiment important pour objectiviser ça, pour que tu puisses en fait finalement te faire comme une sorte de fiche de poste, de la même façon que quand on recrute quelqu'un,
on fait une description du rôle de la personne et, si on recrute bien, j'entends, on fait une description du rôle de la personne et on établit des critères qui permettront de voir à 3 mois, 6 mois, 1 an si la personne effectivement remplit bien son rôle. Et bien là, pour évacuer le syndrome de l'imposteur, l'idée c'est de faire ça pour soi-même. Alors toi, sophrologue, tu es sans doute à ton compte. Quand on est dans un poste salarié ou dans une fonction, dans une mission freelance, l'idée c'est de pouvoir dresser cette liste de critères et de compétences en partenariat avec son employeur ou avec son client pour qu'on puisse se mettre d'accord. À quel moment est-ce que vous pensez que je fais bien et que j'ai les compétences et que que vous êtes content de ma prestation et à quel moment pas, pour sortir de cette idée pour sortir du flou, encore une fois. Et par ailleurs, la dernière piste d'ouverture que je voudrais t'apporter, Nano, c'est que dans la pensée qui caractérise le syndrome de l'imposteur, c'est une pensée qui s'apparente à la pensée perfectionniste. Et c'est une pensée qui est tout blanc ou tout noir. C'est le tout ou c'est le rien. Donc c'est cette idée que c'est soit je pratique bien mon métier, soit je ne le pratique pas bien. Soit j'ai les compétences pour le pratiquer, soit je ne les ai pas. Et sur une compétence donnée, c'est soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Et en fait, ce qui permet de sortir de cette pensée tout blanc ou tout noir et d'être bien plus réaliste en réalité sur la réalité de nos pratiques professionnelles, c'est que en réalité, ce qui permet de bien pratiquer son métier et d'avoir les compétences pour le pratiquer, c'est aussi la dimension de croissance professionnelle. Et donc, c'est cet état d'esprit de croissance qui consiste à se dire que, quel que soit le niveau d'expérience et le niveau d'expertise qu'on a, bien sûr qu'on a toujours une zone d'amélioration, une zone de croissance. Bien sûr qu'on peut toujours aller plus loin dans notre maîtrise, dans notre pratique, dans notre écoute, dans la finesse, dans l'efficacité, etc. Et en fait, ce qui permet de sortir de cette pensée du syndrome de l'imposteur qui aurait les vrais et les faux, c'est de se dire je suis vrai là où j'en suis aujourd'hui, je suis clairvoyante et honnête sur les choses que je maîtrise et les choses que je ne maîtrise pas encore, et je suis en mouvement, je suis en croissance. Et en fait, c'est cette idée de pouvoir identifier les domaines dans lesquels peut-être on se sent un peu moins à l'aise, un peu moins sûr sur ses appuis, et se dire c'est pas un problème, ça ne remet pas en question la totalité de ce que je fais et de ce que j'apporte. Mais ce sont des domaines dans lesquels j'investis du temps, dans lesquels j'investis des ressources, que ce soit des ressources d'énergie ou des ressources financières, parce que j'ai envie d'être une professionnelle avec toujours plus d'expérience et toujours plus d'expertise. Et donc ça, à ce sujet, je veux vous recommander l'épisode de Change ma vie qui s'appelle « Apprendre toute sa vie », qu'on vous mettra en lien dans les notes de cet épisode. Donc finalement, on peut conclure là-dessus, sur cette idée que le syndrome de l'imposteur, un des antidotes, c'est l'état d'esprit de croissance et le fait de se dire la vérité sur ce qu'on maîtrise moins bien et être en chemin pour mieux maîtriser ce qu'on a envie de maîtriser. J'espère vous avoir apporté des éclairages intéressants et utiles sur ce fameux syndrome de l'imposteur et j'espère vous avoir fait passer aussi ce message important au sujet du syndrome de l'imposteur. Si vous êtes concerné, assurez-vous de prendre ça au sérieux parce que l'impact que ça a sur votre vie, la façon dont vous vous sentez au quotidien et également la trajectoire de vos projets et des opportunités que vous vous autorisez à poursuivre, ça c'est vraiment important, sans compter cet élément que j'évoquais en introduction qui est le lien entre le syndrome de l'imposteur et cette énergie de désespoir d'en faire toujours plus qui peut vraiment vous mettre en danger sur le plan de votre santé mentale et de votre santé physique. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qui est sujette à ce syndrome de l'imposteur, j'aimerais beaucoup que vous puissiez partager cet épisode avec lui ou avec elle si vous pensez qu'il pourrait lui être utile. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment ? Où vous en êtes ? Et est-ce que vous faites les bons choix ? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps,
vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.